Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce webinaire. Donc, on va encore attendre quelques petites minutes que tout le monde arrive et ensuite, on va démarrer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles. Comme vous l'avez pu le voir, vos micros sont coupés. Donc, pour poser des questions, je vous invite à utiliser le bouton de chat ou converser sur la barre d'outils de Zoom. On va être dans un système où notre intervenante va dérouler son intervention pendant à peu près une quarantaine de minutes. Et ensuite, on va être dans une phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions et elles reviendront à la fin, ça ne vous inquiétez pas. Ce webinaire est enregistré. On vous enverra un lien par le replay. Et si jamais vous avez des problèmes de connexion, il est diffusé en même temps sur la page Facebook de la CCI du Tarn. À la fin du webinaire, on vous donnera un petit questionnaire de satisfaction dans le lien du chat. Merci de le remplir, comme ça on pourra vous envoyer la présentation et le lien vers le replay pour être RGPD compatible. Aussi pour vous dire que ce webinaire s'inscrit dans le cadre du programme régional Transition numérique et cybersécurité, programme régional que la CCI d'Occitanie déploie avec le soutien financier de la région Occitanie. C'est un programme qui nous permet justement de faire des webinaires, des audits, des diagnostics, des formations autour du numérique et de la cybersécurité. Vous allez voir, dans quelques temps, on va vous fournir un planning régional des interventions sur les 6 prochains mois que proposent les CCI dans le cadre de ce programme. Si vous avez des besoins en diagnostic ou en formation, ou tout simplement y voir plus clair sur le numérique, n'hésitez pas à rentrer en contact avec vos conseillers numériques au sein des CCI. Et pour la CCI du Tarn, plus particulièrement, moi, Lilian Fourcadier, n'hésitez pas à me contacter. Pour finir, comme d'habitude, une petite partie agenda. Donc, pour vous dire que le prochain petit déjeuner pratique, il aura lieu le 1er mars aux mêmes heures, en webinaire, parce qu'effectivement, pour l'instant, on ne peut pas encore faire de présentiel et Dieu sait qu'on voudrait bien le faire. Et le terme, ça sera la transformation digitale pour les nuls. Un gros mot pour dire qu'effectivement, c'était plutôt une session de vulgarisation de la transfo digitale, ne vous inquiétez pas. Et le 12 mars, on repart sur un petit webinaire RGPD, l'ABC des RGPD et des enjeux à la mise en place du règlement. Oui, effectivement, dans cette période un peu étrange, on vous parle encore une fois de réglementaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la mise en place effective du RGPD au sein des entreprises, c'est pour mai 2021. Donc, c'est très, très proche. Et on va refaire un point là-dessus sur les enjeux et tout ça. Donc, voilà, je pense que nous sommes au complet. 76 participants, ça me semble très bien. Donc, je vais laisser la main à Séverine qui va se présenter. Et qui va pouvoir justement ensuite faire tranquillement sa présentation. Bonjour à tous, enchantée, je m'appelle Séverine, je vais me présenter rapidement, mais je vais vous saluer. Bonjour. Bonjour, donc je renouvelle mon bonjour. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un terme dont certains peut-être ont entendu parler. En tout cas, je vais essayer d'éclaircir un peu ce que signifie l'inbound marketing, en français le marketing entrant. Dans un premier temps, je voulais remercier la CCI puis
plus particulièrement Lilian de me permettre d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vais dérouler ma présentation sur 40 minutes comme il vous l'a expliqué, puis à l'issue, j'essaierai de répondre si je le peux à vos questions. Je laisse Lilian manipuler un tout petit peu l'ordinateur et je suis à vous pour continuer. Hop. Hop. D'abord, avant de présenter l'agence dans laquelle je travaille, je me permets de me présenter rapidement. Donc, je suis Séverine Vérec, je suis directrice d'une agence web à Toulouse, dont je vais évoquer un peu le métier. De mon côté, j'ai travaillé pendant quelques années en télévision en tant que monteuse, puis je suis devenue développeuse web. Je suis ce qu'on appelle une geek. Et ensuite, j'ai continué mon parcours dans le web en devenant chef de projet, puis directrice de projet. Et depuis presque 2 ans maintenant, je dirige l'agence web WS Interactive à Toulouse, dans lequel j'officie particulièrement depuis 10 ans. Alors, excusez-moi, j'attends juste de reprendre mon diapo. Il y a un souci ? Bon, super, merci Lilian. WS Interactive, c'est une agence web qui existe à Toulouse depuis 23 ans. Elle réalise tout un ensemble de solutions digitales pour des sites marchands. Elle fait des applications PME, des applications pour des PME, pour des collectivités, des grands comptes. On vient de faire une application mobile, entre autres, pour la Banque Populaire Occitane. Voilà, on est vraiment orienté autour du digital. Notre cœur de métier, c'est ça. Et on crée des solutions. Vraiment, on se positionne comme ça. Comme créateur de solutions, on fait du sur-mesure et on intervient depuis la stratégie d'une feuille blanche. On va délimiter votre arborescence, parler des parcours utilisateurs sur lesquels je reviendrai un peu plus tard d'ailleurs, sur du design, du développement et enfin tout ce qui est problématique de référencement. Voilà. Hop. Avant de parler d'inbound et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, je voulais faire un tout petit peu d'histoire du web. Donc le web, le World Wide Web, né en 1989 avec un simple message et puis depuis a largement évolué. On est passé d'un web complètement passif où finalement ce n'était que la réplique de papier qu'on voyait sur des écrans à un web dit plus actif. Il y a eu vraiment cette transition de quelque chose de plus cognitif vers quelque chose de vraiment plus physique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 2007 est apparu le mot web 2.0. C'était déjà l'idée d'avoir un web plus participatif, un web inclusif vis-à-vis des usages et puis l'iPhone. L'arrivée de l'iPhone dans ces mêmes années, en 2007, a complètement changé de paradigme puisqu'on a commencé à parler d'utilisateurs et d'usage. C'est vraiment là qu'on s'est posé la question de qu'est-ce que veulent les gens quand ils arrivent sur un site Internet. Et donc, ça a changé d'axe au niveau réflexif. C'est très intéressant de voir la transition pour comprendre qu'il y a eu d'autres évolutions sur d'autres domaines comme le marketing, ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Et donc, pour parler de l'inbound marketing, mais vraiment centré web, c'est-à-dire que moi, ma spécialité, c'est le digital. Donc, la présentation que je me propose de vous faire aujourd'hui s'articule autour de la création d'interfaces web. Voilà. Bien sûr, par porosité, je pourrais parler d'autres supports, mais l'idée aujourd'hui, c'est de se centrer sur ce média. Au niveau des sujets, pour moi aujourd'hui, avant de vous présenter l'inbound, c'est peut-être de faire un retour sur ce que c'est l'outbound, parce que c'est une opposition, les deux termes, en fait. Vous parlez des étapes, parce que c'est assez pragmatique, en fait, l'inbound marketing, c'est une stratégie à mettre en œuvre avec différentes étapes, et il y a des outils. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter quelques outils pour pouvoir mettre en place une stratégie d'inbound. L'idée après pour moi c'est de comment on capitalise, de proposer d'aller un peu plus loin, en parlant notamment d'une convergence entre des secteurs B2B et B2C, mais surtout vis-à-vis des métriques. C'est OK, on met en place une stratégie, mais comment on mesure et qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Et puis vous proposez 2 études de cas, c'est-à-dire 2 sites internet sur lesquels mon agence et moi avons été amenés à travailler pour vous montrer comment eux ont travaillé leur stratégie d'inbound selon leurs objectifs et de manière complètement différente. Donc ça, c'est le programme de ce webinaire et les différentes diapositives que je vais vous présenter. Déjà, pour comprendre l'inbound, il faut d'abord regarder ce qu'est l'outbound. Ça, c'est un terme qui est opposé. L'idée pour l'outbound, c'est de prospecter beaucoup. On va chasser large et sur des leviers traditionnels dont je vais vous exposer un peu, vous montrer lesquels ils sont. Il n'y a pas vraiment de stratégie prospective. On va essayer de chasser du client. Alors, je vous ai mis une photo des oiseaux parce que quand je l'ai vu, ça m'a fait écho vis-à-vis de l'outbound.
On va travailler plus sur des segments que sur des clients. Le résultat de ça, c'est que vous avez peu de leads qui sont finalement qualifiés. De leads, c'est de contacts. Vous allez toucher un maximum de personnes, mais est-ce que c'est vraiment la personne que vous vouliez toucher? Est-ce que derrière, il va y avoir une action qui va être entreprise? Ce n'est pas sûr. Un exemple, vous vous adressez dans un secteur X à des TPE du bâtiment, et puis en fait, votre prospection d'outbound, elle va viser toutes les TPE, donc forcément, il va y avoir pas mal d'abandons, pas mal de non-contact. Ça nécessite beaucoup d'efforts sur une courte durée. Et vis-à-vis des gens que vous allez toucher, il peut y avoir un sentiment de matraquage qui n'est pas forcément agréable pour vos prospects. Donc ça, c'est une stratégie. Elle peut fonctionner sur certains coups. Ça peut être intéressant d'avoir cette stratégie-là, mais il faut quand même noter ses travers et les inconvénients qu'elle a. Les exemples de levier vis-à-vis de l'outbound, ça va être la pub dans les médias, ça va être des campagnes SMS de masse, ça va être du emailing de masse, ça va être aussi de la publicité sur des lieux de vente. Forcément, à contrario, l'inbound marketing, ce n'est pas du tout la même chose. J'ai trouvé cette illustration sur Internet. Je cite mes ressources en fin de diaporama qui vous seront fournies dans tous les cas. L'idée, c'est vous voyez, l'outbound, on est sur le porte-voix, on va distribuer un message sans savoir vraiment à qui on l'adresse, et puis on verra qui l'attrape, alors que vis-à-vis de l'inbound, on est vraiment dans cette analogie de l'aimant. On va essayer de faire entrer les gens. On ne va pas essayer de diffuser de l'information et voir qui l'attrape. Là, l'idée, c'est de les attirer à nous. Alors, comment on met en place ça déjà? La première chose, c'est mettre en place des actions pour attirer la cible. Alors, la cible, on verra, c'est tout un point de ma présentation. Il faut d'abord la définir. Qui est-elle? À quoi s'attend-elle? Que vient-elle chercher sur le site? Et comment je fais pour que, depuis l'intérêt qu'elle porte, elle puisse entreprendre une action envers moi ou un contact envers moi? Quand on fait du marketing entrant, il y a une notion de qualité. Si les gens arrivent, c'est parce que je dois répondre à leurs besoins. Donc, il y a cette notion-là. On verra comment on peut la mettre en place. C'est un marketing qui a été, le marketing entrant inventé vraiment par HubSpot, qui est une entreprise américaine qui permet d'avoir un marketing donc plus qualitatif, mais l'entreprise propose tout un ensemble de systèmes, de logiciels et d'outils pour pouvoir, une fois qu'on a mis en place ces stratégies de marketing entrant, pouvoir comptabiliser ses leads, ses contacts et pouvoir adapter sa communication. Je vous expliquerai un peu plus comment plus tard. Elle est très utilisée en B2B, où vous avez des cycles d'achat qui sont beaucoup plus longs et où il faut nourrir la relation client. Elle est aussi utilisée en B2C et je vous expliquerai comment, mais on verra que les liens sont très étroits. Et l'idée à retenir, s'il y avait dans ces 5 lignes, ça serait de dire que c'est vraiment chercher progressivement l'engagement des visiteurs qui arrivent sur votre site. C'est assez pragmatique, mettre en place une stratégie d'inbound marketing. Ça se résume en 4 étapes. Alors, il y a plein d'auteurs sur Internet, sur des sites de marketing qui vous expliqueront tout aussi bien ces étapes. L'idée, la première chose, c'est d'attirer les bons clients. C'est le socle de cette stratégie, c'est de se dire, j'ai mon site Internet, j'ai mon activité, comment je suis sûre que la personne qui arrive sur ce site est celle à qui je veux vendre mon produit ou mon service. Donc ça, c'est très important. Ma prestation d'hôtellerie, par exemple. Ça, c'est très, très important. Ensuite, l'idée, ça va être de convertir. Dès lors que j'ai attiré la bonne personne, comment je fais pour qu'elle reste sur le site et qu'elle soit captée? Et enfin, et c'est ça le plus important de l'effort, c'est de dire il faut qu'elle conclue. Il faut qu'il y ait soit un acte de vente, un acte d'achat ou un contact, quel qu'il soit. Ça peut être une inscription à une newsletter, ça peut être aussi remplir un formulaire de contact, ça peut être me contacter sur le chatbot, le petit chat à côté. Ça, ce sont 3 étapes essentielles d'une stratégie d'inbound et qu'il faut vraiment avoir en tête quand on la construit. On verra après les outils, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et enfin, la dernière étape, dans toute cette stratégie, c'est de fidéliser. Et ça, c'est une grande nouveauté, la stratégie d'inbound qui s'oppose un peu à cette stratégie d'outbound où on peut avoir, quand c'est des abonnements, beaucoup de pertes de ce qu'on appelle de churn de clients. Là, l'idée, c'est non, on garde les clients et on fait tout pour les fidéliser. Les clients deviennent même des ambassadeurs. Donc ça, ce sont 4 étapes qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on se construit sa stratégie de marketing entrant.
Pour résumer les avantages de cette solution, donc c'est une solution qui est économique. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'elle met en œuvre de la rédaction de contenu. Vous n'avez pas forcément à acheter des campagnes publicitaires ou des choses comme ça. C'est une solution qui est ajustable, qui s'adapte à vos besoins également. Elle reste pérenne. Je vous ai mis, si ça stoppe, cela continue. En fait, je vais vous prendre l'exemple tout simple d'une campagne de marketing avec du Google AdWords, par exemple. Vous allez attirer beaucoup de clients sur une période donnée. Bon, ben, effectivement, si vous arrêtez, eh ben, vos clients, ils ne verront plus les pubs. Dans le cadre d'une stratégie d'inbound basée sur du contenu, je vais vous expliquer comment, vous allez pouvoir toujours continuer à avoir des gens, même si pendant une semaine, vous devez arrêter de produire du contenu, ou 15 jours ou 3 semaines. Donc ça, c'est intéressant. La solution, elle est continue, 7 jours sur 7. Et un des avantages, c'est que vos clients sont vos ambassadeurs. C'est qu'une fois que vous avez converti vos clients, il y a de fortes chances qu'en ayant produit de la qualité, ils reviennent et ils parlent de vous. Voilà. En pratique, comment les choses se traduisent-elles? Comment on met en place une stratégie marketing aujourd'hui? Selon les 4 axes qu'on a délimités tout à l'heure, à savoir attirer les bons clients, convertir, conclure et fidéliser. Déjà, dans le cadre de l'attraction de ces bons clients, la première chose à faire, peut-être certains en ont entendu parler, c'est la mise en place de persona ou buyer persona. Donc ça, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire délimiter le profil type de votre client. Donc là, je vous ai mis 2 typologies de questions qu'on se pose pour travailler sur ces personas. On verra comment après on construit ces fiches types. Ce sont vraiment des vrais clients, des fiches types qui vont nous permettre ensuite, si vous voulez, de se projeter sur ses attentes vis-à-vis du site, voir son cheminement sur le site lui-même et comment il va générer un contact, ou en tout cas ce que vous attendez qu'il fasse sur le site. Donc la première chose à faire, attirer les bons clients, c'est définir comme il faut ses cibles. Donc on définit ses buyer persona. Donc là, je vous ai mis deux approches, en B2B et en B2C, mais on voit qu'en fait, c'est juste les formulations qui changent. En B2B, par exemple, ça va être se poser la question de qui est votre client, quelle est sa société, quels sont ses besoins. Je vais prendre l'exemple d'un directeur des systèmes d'information qui doit acheter un nouveau logiciel. Donc lui, par exemple, il ne va pas avoir la main sur l'achat in fine. Par contre, il va avoir un rôle dans la transmission de l'information auprès de son service achat qui, lui, va conclure l'achat. Donc, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place pour cette personne, parce qu'on a remarqué que finalement, c'était plus les DSI qui venaient sur notre site pour consulter les pages web et puis que l'achat se faisait d'une autre manière. Donc, c'est important de comprendre le rôle dans le processus d'achat de ces gens qui peuvent être des prescripteurs, en fait. Il faut aussi comprendre les enjeux et les contraintes. Si on file cet exemple du DSI, il a peut-être des enjeux de performance, il a peut-être des enjeux personnels aussi vis-à-vis de cet outil, parce que précédemment, il y a eu un outil qui n'a pas marché ou qui a une concurrence qui est rude. Il a peut-être des contraintes organisationnelles, il faut que l'outil soit ultra simple à utiliser. Il a peut-être d'autres fournisseurs, c'est intéressant de savoir quels sont les autres fournisseurs, peut-être pas dans le même domaine, mais pour voir qu'est-ce qui le capte, qu'est-ce qui lui parle, et de connaître aussi l'échéance, parce que dès lors que vous connaissez l'échéance dans le processus d'achat, vous allez pouvoir construire de manière plus ou moins fine cette stratégie de marketing, mais en tout cas votre relation, parce que quand on parle de marketing entrant, pensez relation client aussi. Et ensuite, en B2C, c'est sensiblement la même chose avec cette notion de subjectivité, parce que là, on s'adresse à l'individu en son sein, pas forcément au sein de la société. Donc, c'est les mêmes questions qu'il va falloir se poser. Il y a peut-être cette notion aussi d'achat compulsif qui peut arriver sur certains sites de B2C. Donc, ça, c'est intéressant aussi de s'y intéresser. Et quand les achats par rapport à votre produit se font-ils? Du coup, ça va vous permettre, vous, d'engager de la communication adéquate au moment opportun. Donc, ça, c'est des questions qu'on se pose pour aboutir à ceci. Voilà, ça, c'est une fiche persona. Alors, pardonnez-moi les couleurs, mais l'idée, c'est ça. Vous en trouverez plein sur Internet. Vous avez même des fiches, on dirait des cartes d'identité. L'idée, c'est de vraiment cibler au plus précis, au plus fin, votre utilisateur. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit vous avez un fichier client qui est bien fourni et vous avez de la data. Alors, je fais un petit pass sur le prochain webinaire sur le RGPD et je pense qu'on vous en parlera. Aujourd'hui, la collecte d'informations est de plus en plus sensible puisqu'on ne peut pas stocker ad vitam des informations personnelles. Néanmoins, il y a des informations de l'ordre des usages ou des trucs comme ça qui peuvent vous être utiles sans rentrer dans le détail. Vous pouvez soit, donc pour faire des fiches persona, interviewer des vrais clients.
qui sont d'accord, soit partir de votre fichier client actuel et faire une extrapolation, ou réaliser des interviews vis-à-vis de clients potentiels, vis-à-vis de votre cible pour délimiter cela. En aucun cas, il faut que ça soit complètement hypothétique. Si vous êtes que dans l'hypothèse, il y a des risques, et que ça ne soit pas confronté à la réalité, il y a des risques d'erreur dans les scénarios. Vous pouvez faire plusieurs fiches persona. Il y a une limite, bien sûr, puisque de là va déterminer votre priorisation de cible, et après, les scénarios utilisateurs que je vais évoquer derrière. Donc, une fiche persona, normalement, une photo. C'est toujours intéressant puisque ça permet vraiment de se projeter vis-à-vis des comportements. On essaye de mettre un petit verbatim. Par exemple, si on reprend notre DSI, cet investissement va me permettre de gagner du temps vis-à-vis de mes collaborateurs et de pouvoir proposer un vrai logiciel de sécurité à mon équipe ou à toute la structure. Je serai vigilant à ce que le logiciel n'ait pas un surcoût de maintenance annuelle non prévu. Ça veut dire que peut-être il a payé une maintenance beaucoup plus chère sur d'autres outils. Et après, il y a la promesse de l'ancienne qui est toujours mise en vis-à-vis de l'entreprise qui vend les logiciels. Donc, présenter les avantages concurrentiels principaux pour ce type de client et la réponse à ses besoins. Donc ça, il faut tout le temps garder cet objectif, cette promesse pour que quelles que soient les pages qu'on va rédiger, elles y soient d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on va décliner sa fiche persona depuis les questions qu'on a vues préalablement. Le prénom, l'âge, alors on peut inventer, ça il n'y a pas de souci, l'entreprise, la taille, sa situation familiale, sa fonction dans la direction, l'ancienneté. Alors pourquoi les questions d'âge sont importantes? Parce qu'il y a des usages qui ont changé aussi vis-à-vis de la concurrence, de l'étude de marché. Aujourd'hui, on est plus enclin, en tout cas la nouvelle génération est plus enclin à comparer, sans faire d'agisme, certains moins. Donc, c'est toujours important de savoir à qui on s'adresse dans des finesses comme ça. Son ancienneté dans l'entreprise, plus il sera ancien, peut-être plus il aura un pouvoir décisionnel. Son processus d'achat, ça c'est hyper important. Je vous parlais de ce DSI parce que ce n'est pas lui qui achète en fait. Donc, c'est important de savoir qu'il n'est qu'un intermédiaire qui a un rôle de prescription, donc il faut lui parler en ce sens-là. Son autonomie dans la prise de décision, etc. etc. Les canaux de distribution préférés. Donc, peut-être qu'il va aller sur Internet, finalement, se renseigner, puis ce n'est pas par là qu'il va finaliser l'achat. Donc, tout ça, ce sera des choses à prendre en compte quand vous allez construire vos interfaces web. Je vais vous en montrer certaines pour que vous voyez un peu les choses. Quels sont ses fournisseurs habituels? Ça, c'est intéressant aussi, je vous le disais, par rapport à la concurrence, pour savoir qu'est-ce qui parle à ce prospect-là. Quelles sont ses habitudes d'achat et de consommation? Ça, c'est très, très important. Le type de produit qu'il va acheter, etc. L'ancienneté dans la relation, ses usages et ses habitudes. Alors ça, c'est plus vis-à-vis de l'ergonomie. C'est savoir comment il est vis-à-vis des technologies du digital, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme interaction pour ne pas aller trop loin dans la complexité et pour pouvoir proposer quelque chose de simple s'il n'est pas habitué, ou inversement, aller peut-être un peu plus loin sur l'interface. Quels sont ses enjeux? Donc ça, on en a parlé, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de lui-même. Et quelles sont ses contraintes? Par exemple, connaître les objections majeures que peut avoir telle typologie de client vis-à-vis d'un achat ou de l'achat d'un service ou de l'achat d'un produit, c'est toujours intéressant pour pouvoir adapter son discours. Je vous mets la fiche persona. La fiche persona B2C, c'est sensiblement la même chose, vraiment. On est sur des formulations qui changent un tout petit peu. L'idée, c'est pareil, c'est de connaître son profil, la façon dont la personne va acheter pour pouvoir adapter. Le panier moyen, ça, c'est toujours une valeur qui est indicative vis-à-vis des produits qu'on peut lui vendre. Éventuellement, les valeurs, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de subjectivité qui rentre en jeu. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est passionné de loisirs créatifs et qui va acheter des choses pour faire des bijoux, généralement en boutique, et qui va aller pour une fois sur une boutique en ligne. Bon, comment on fait pour qu'elle transforme sa visite en achat? Peut-être qu'il va falloir lui recréer une ambiance boutique, lui suggérer des choses qu'elle n'a pas forcément justement en boutique. Par exemple, elle veut faire des bijoux, dès qu'elle est sur une page avec une perle, on va lui proposer un bijou possible avec cette perle, chose qu'elle n'aura pas forcément directement en boutique. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles il faut s'interroger. Son attitude vis-à-vis des technologies du digital, si on est en B2C et poursuivre le même exemple, si c'est quelqu'un qui a l'habitude des réseaux sociaux, pourquoi pas lui proposer sur cette même page produit des images Instagram, des choses comme ça. Quelles sont ses motivations et attentes toujours, et quels sont ses freins et irritants. Toujours travailler à partir des objections pour pouvoir éventuellement contrer et proposer quelque chose pour pallier cela.
Une fois que vous avez toutes vos cibles, vous allez me dire c'est bien beau, qu'est-ce qu'on en fait? La première chose, c'est de les prioriser. C'est parfois pas évident, on a l'impression qu'on s'adresse à tout le monde, mais en fait, pour sortir votre épingle du jeu vis-à-vis de stratégie d'inbound, vous avez tout intérêt à prioriser vos cibles. Elle, c'est la principale, elle, c'est la seconde, elle, c'est la troisième. Par exemple, toujours pour filer sur cet exemple de DSI, la première, ça va être ma cible principale, les directeurs des services d'information, puis en deuxième, les responsables des achats. Donc, en priorisant, vous allez pouvoir orienter vos discours. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez fait bien vos fiches personnelles, l'idée, c'est de simuler les parcours sur le site internet. Qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont chercher. Vous pouvez interviewer des gens, ça c'est très important pour le faire. Puis vous pouvez aussi, là pour le coup, vous pouvez faire des hypothèses, mais c'est super intéressant. Je vais vous montrer un parcours utilisateur juste après. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est une fois qu'il est sur votre site, comment le client peut avoir accès à l'information. On va le voir, mais votre client, il n'est pas forcément obligé d'arriver sur la page d'accueil. Il peut arriver directement sur une page produit ou sur une page de contenu. Donc, comment il fait après pour rebondir et pour naviguer sur le site. Et surtout, la dernière question à se poser quand vous allez construire vos scénarios utilisateurs, donc vous savez qui sont vos cibles, vous les avez classées, quel est le but ultime? Que doit faire la personne à l'issue de sa navigation sur le site? Est-ce qu'elle doit ajouter quelque chose au panier et commander? Donc ça, c'est le Graal, disons. Est-ce qu'elle doit vous contacter? Est-ce qu'elle doit mettre un message sur le chat? Voilà. Est-ce qu'elle doit cliquer sur un bouton? Est-ce qu'elle doit regarder une vidéo? Est-ce qu'elle doit télécharger un livre blanc? Tout ça, ce sont des actions que vous pouvez hiérarchiser d'ailleurs, à mettre en place vis-à-vis de vos cibles. Là, je vous ai mis un petit scénario utilisateur trouvé aussi sur Internet, mais que je trouve intéressant parce qu'il montre que un scénario utilisateur, ce n'est pas que contraint par le web, il y a peut-être des interactions à l'extérieur. Là, c'est une agence immobilière, en fait. Donc, on se pose la question d'un utilisateur qui souhaite vendre son logement. Donc, pour le coup, ça, c'est contraint dans un contexte particulier, une agence immobilière spécifique. Donc, en fait, l'utilisateur va chercher l'adresse de l'agence sur Internet. Une fois qu'il a vu, il prend rendez-vous sur Internet, il va en physique, et puis après, il revient sur le site, soit pour comparer, soit pour voir si son logement est publié. Et ensuite, il parle de son expérience sur les réseaux. Donc, d'avoir la maîtrise, ça peut sembler anodin ou pas forcément pertinent, mais en fait, si, parce que d'avoir la maîtrise de ce parcours-là, ça va vous permettre d'engager beaucoup plus d'actions à certains endroits et à certains moments. Par exemple, on sait qu'il y a besoin de contact physique à un moment donné quand on est en négociation de biens, donc on va forcer le trait, on va peut-être mettre les zones de contact, on va peut-être mettre les visages des conseillers. Et sur les réseaux sociaux, on sait que si le client est satisfait, il va communiquer, donc on va travailler ça, on va essayer de faire en sorte qu'il le fasse. Donc ça, c'est important d'avoir bien en tête les parcours. Vous pouvez avoir plein de parcours, mais ça vous permet d'adapter tout simplement votre stratégie de marketing et de communication. La deuxième étape dans le processus de conversion, parce que juste avant, on était dans attirer les bons clients. Là, on travaille sur la conversion. Comment on fait pour que le client y reste? Donc, on fait des parcours utilisateurs. On va travailler maintenant, en dernière étape, ces contenus. Parce que comment l'utilisateur arrive sur le site Internet en tapant généralement des mots-clés sur Google et en arrivant sur des pages spécifiques. Du coup, quand on parle de inbound marketing, on parle aussi contenu. Et il y a un terme qui apparaît de plus en plus en ce moment et sur lequel je vous invite à creuser, c'est la stratégie de contenu. En gros, partez du besoin. Et ça vient avec l'idée d'attirer les bons clients et pouvoir les convertir, c'est partez de leurs besoins. Allez chercher, donc sur Google, vous avez le Google Suggest. Quand vous tapez une requête, logiciel informatique, vous avez d'autres mots et vous savez que ce sont les mots qui sont le plus utilisés, des expressions que les gens vont avoir tendance à le plus rechercher. Délimitez un pool de mots-clés comme ça qui vont vous aider à rédiger des contenus de qualité, en tout cas qui répondent aux besoins de vos cibles. Créer des contenus spécifiques, des pages d'atterrissage et y intégrer des actions. Une page d'atterrissage, on dit aussi landing page en anglais. L'idée, c'est, je vais vous en montrer une. Et l'idée, c'est de dire, la personne, elle peut arriver parce qu'elle a un besoin, elle s'interroge sur quelque chose de spécifique. On lui déploie un contenu de qualité et ensuite, derrière, on intègre des actions. Alimenter un blog pour élargir le champ. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire,
oui, je vends des produits, j'ai un sujet de prédilection. Je peux être un commerçant de l'hôtellerie, mais je peux aussi éditer un article sur le secteur de l'hôtellerie vis-à-vis de la crise et des choses comme ça, où je peux très bien parler justement d'expériences, de nouvelles expériences après la crise, d'hypothèses, je ne sais pas. L'idée, c'est d'attirer des gens sur votre cible. Alors, je vous ai mis 2 exemples. Je suis fille de carrossier, alors je vous ai mis celui-là, mais je me suis dit que c'était intéressant. Par exemple, je vends des peintures sans solvant pour carrossiers. Je peux faire un article sur l'activité des carrossiers en 2020. Il y a fort à parier que ce soit quelqu'un qui a très au monde de la carrosserie, qui va voir cet article-là et puis qui va rebondir en allant sur le site pour acheter ses peintures. Je propose des services d'aide à la personne. Pourquoi pas proposer sur le site des pages de témoignages ou des témoignages de famille pour rassurer, et ça permettra de générer un contact vis-à-vis des services et des prestations que je propose. Les formats de contenu dits inbound, on a donc le blog, aussi des livres blancs. Je trouve ça très intéressant. Certains en ont peut-être déjà téléchargé. L'idée, c'est de proposer un contenu un peu plus spécifique, un peu plus scientifique, soumis souvent au remplissage, à la soumission d'un formulaire. C'est-à-dire que pour avoir accès au contenu de ce livre blanc, il vous faut donner des informations personnelles. Du coup, ça peut être n'importe quoi. Vous vendrez des produits biologiques pour le désherbage, par exemple. Pourquoi pas faire un livre blanc sur comment désherber en bio, etc. Je remplis le formulaire et je peux accéder à cette information. Le support vidéo, quand on travaille du contenu, quand on travaille une stratégie d'inbound, il peut être super aussi parce qu'il permet de ramener des gens vers son site depuis des plateformes externes. Donc, pensez aux vidéos. Les webinaires, comme on fait aujourd'hui, ça peut être très intéressant sur un sujet bien précis de parler de ça. De faire aussi du corporatisme autour de vos activités, de faire un webinaire, ça peut ramener des gens. Donc, voilà, des petites idées de contenu qui peuvent vous aider. Et enfin, dans cette idée de convertir aussi, il y a l'idée de créer de l'émotion, de créer l'expérience. Il y a un autre mot, c'est l'UX, l'expérience utilisateur. Donc là, je vais vous montrer un site sur lequel nous, on a travaillé. L'idée, c'est quoi? C'est partie de tous ces éléments pragmatiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie d'émotionnel, même sur un site internet. Alors l'émotionnel, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la joie ou de l'amour, et quelque chose qui va créer un sentiment chez votre utilisateur, en tout cas, que ce soit à travers des images ou à travers de l'expérience. L'expérience, c'est comment je navigue sur le site, qu'est-ce qu'on me montre, etc. Je vais vous montrer un site que nous, on a réalisé cette année. Donc, c'est un site qui s'appelle EasyMile, pour une entreprise qui s'appelle EasyMile, pardon. Ils travaillent sur des véhicules autonomes. Et en fait, les véhicules autonomes, pendant des années, encore cette année, puisqu'il y a eu un accident, je crois, fin 2019, beaucoup d'appréhension par rapport à des véhicules sans conducteur. Donc l'idée, là, vous voyez, ils ont essayé d'avoir une vidéo, on a essayé d'avoir une vidéo qui tranquillise un peu tout ça, qui apporte de la sérénité sans enlever le message. On a les technologies, les solutions, etc. Donc ça, c'est une expérience qui est assez sympa, cette vidéo. Elle tend à apaiser un peu le discours pour permettre après d'envoyer des choses tout à fait classiques. On va parler des produits et on va avoir effectivement des stratégies d'inbound avec des articles qui vont parler des véhicules autonomes. Et on va pouvoir, alors je vous montre, je vais juste vous montrer, on a toujours ce qu'on appelle des appels à l'action qui sont tout le temps définis. Bon, nous, on a choisi de fixer la navigation pour ne pas être trop intrusif, mais en bas de lecture, vous avez toujours la possibilité de contacter pour en savoir plus. C'est ça aussi une stratégie d'inbound, c'est se dire que peut-être nécessairement la personne peut arriver sur une page comme ça, ou si elle arrive sur la page d'accueil, on va essayer de la rassurer avec une expérience sympa. Donc voilà, pensez à tout ça, l'expérience, ça fait partie de cette stratégie d'inbound, d'avoir un bon souvenir sur le site. Alors, je vais revenir sur mon diaporama. Hop. Là, je vous ai mis ensuite un autre site. Alors là, on ne l'a pas du tout réalisé. Là, c'est dans l'idée de conclure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce contenu, bon, je vous ai montré que nous, sur le site d'EasyMile, on a mis quelques call to action, quelques appels à l'action. Et ce site-là, il n'est pas trop mal, je trouve. Et je vais vous montrer, parce qu'on arrive à comprendre quel est le parcours qu'ils veulent et ce qu'ils attendent des utilisateurs. Donc ça, c'est une entreprise qui fabrique des peintures. Décidément, vous allez me dire, avec les peintures, hop, je vais juste vous montrer, je vais juste enlever la barre de... Hop. Donc ici, il décide de faire un article de blog sur les peintures mat ou satin, qu'on connaît tous. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on a toujours l'accès aux produits, de tout le temps, mais ils ont décidé de ne pas forcément mettre les produits en bas de l'article. On peut leur poser des questions.
On a cette notion d'avis vérifié, souvenez-vous, vis-à-vis de la fidélisation client, il y a cette idée aussi que de devenir un peu ambassadeur. Hop. Et on voit tout le temps, je ne sais pas si vous voyez, mais appelez-nous. Donc là, on comprend qu'en fait, peut-être chez eux, le processus d'achat nécessite d'être rassuré au téléphone. Donc, on a ce genre de choses qui est mis en place sur l'article de blog. On aurait pu avoir des produits, mais visiblement, ils se sont rendus compte que les gens avaient besoin sans doute d'être rassurés par téléphone. Donc ça, c'est un scénario utilisateur qu'ils ont mis en place depuis un article de blog qui les amène après, sans doute, à conclure la vente. Donc l'idée, c'est penser à tout ça. Quand vous faites vos articles de blog, il ne faut pas que la personne soit dans un, pardonnez-moi l'expression, dans un cul-de-sac. Il faut qu'elle puisse rebondir soit sur le site, soit en vous contactant. Plein de choses comme ça. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Voilà. Donc là, c'est vraiment sur la partie conclure. Voilà. La troisième étape, c'est comment je fais pour qu'ils me contactent, ils achètent. Sur la fidélisation, on l'a vu avec les avis juste à gauche. Là, c'est beaucoup plus vaste comme champ puisque vous avez tout un ensemble d'outils et notamment avec les réseaux sociaux, ça peut fonctionner. Fidéliser, c'est par faire votre réputation en fait. C'est faire en sorte que les gens reviennent sans se poser de questions. Parce qu'ils ont été séduits par la qualité et parce qu'ils ont été séduits par l'approche. Donc, vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez essayer de créer une communauté. Alors, parfois, s'il y a des secteurs, ça ne vaut pas du tout le coup de s'y pencher. Par contre, vous pouvez aussi répondre aux avis qu'on vous laisse. Même si c'est des avis négatifs, ça participe de votre image de marque et ça crédibilise un peu les choses et ça a tendance à faire que les gens vont pouvoir revenir. Créer des événements aussi, bon, ça dépend des secteurs, des activités. Et bien sûr, avec le Covid, c'est plus ou moins compliqué, mais on voit qu'aujourd'hui, en se digitalisant, on arrive quand même à en faire. Instaurer des programmes de fidélité selon les données clients, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait envisager qu'un client parraine un autre et ça rapporte des points ou je ne sais pas, mais il faut garder en tête cette quatrième étape de fidélisation, raconter des histoires. C'est ça qui plaît aux gens, c'est raconter des histoires. Pensez à vos parcours utilisateurs, pensez à vos personas, en fait c'est ça que vous faites quand vous faites du marketing entrant. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait tout ça? C'est très bien. Déjà, je voulais souligner la convergence du B2B et du B2C. Avant d'aller vraiment sur des outils de mesure pour comprendre le et après, les comportements tendent vraiment à s'homogénéiser. Alors bien sûr, les processus d'achat sont complètement différents. Il faut souligner aussi qu'avec la digitalisation et le Covid, il y a beaucoup d'achats qui se font sans prendre contact avec l'entreprise directement. Personnellement, et depuis le confinement, j'ai des agences qui n'ont entendu parler de nous que par le web, vis-à-vis de nos articles de blog, et puis qui ont rebondi. Donc ça arrive aussi. Pourtant, on fait du réseau, on essaye de rencontrer des gens, mais il y a aussi ce cas-là. Donc, c'est vraiment une stratégie à mettre en œuvre très rapidement sur vos outils numériques parce que ça peut vous apporter des entrants et surtout en cette période. Ce qui est hyper important dans la suite, dans le et après, c'est de dire ok, j'ai mis tout ça en place, mais comment je fais pour voir si ça marche ou pas? Donc il y a plusieurs outils qui existent, il y a plusieurs méthodes. Je vous donne quelques éléments. Après, je vous invite encore une fois à aller creuser ces données-là. Donc, vous avez Google Analytics. Alors, Google Analytics, pour ceux qui connaissent le RGPD, il est décrié parce qu'il prend des données utilisateurs, mais aujourd'hui, et peut-être que l'intervenante à RGPD en parlera mieux que moi, mais on a la possibilité d'anonymiser les données personnelles. On n'a pas besoin de savoir son prénom. Par contre, on peut savoir quelle tranche d'âge elle a, sur quel type de téléphone elle consulte pour adapter son offre. Donc ça, c'est possible avec Analytics et c'est très intéressant puisqu'après, via Analytics, vous pouvez faire des simulations sur des périodes. On se rend compte que tel produit est plus acheté en mai-juin et du coup, travailler toute votre offre, tous vos contenus par rapport à ça. On parle aussi de lead scoring, le fait de noter vos entrants vis-à-vis des interactions qui ont sur le site. Il y a des logiciels qui le proposent, on peut le faire à façon. Pareil, pour savoir un peu le niveau de maturité qu'il a. Par exemple, s'il ne fait que consulter le site, s'il n'arrive que sur la page d'accueil, on va lui mettre 25 points. Là, c'est des exemples que je vous montre. 100 points s'il recherche, 100 points s'il regarde une fiche produit, 20 points s'il recherche, 35 points s'il télécharge un livre blanc, 45 points s'il regarde une vidéo, à la fin, vous allez avoir un niveau de maturité de vos leads et vous allez pouvoir adapter vos communications, vos campagnes. Donc, ça peut être des newsletters. Et vis-à-vis de ça, vous avez HubSpot, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, qui propose ce qu'on appelle du marketing automation, le fait d'individualiser votre marketing, encore une fois, avec cette stratégie de marketing entrant où on essaie de connaître au mieux
ses clients, mais HubSpot a tout un ensemble de services qui va pouvoir vous aider. Par exemple, vous pouvez lier votre chatbot à votre formulaire de contact et puis après, derrière, vous avez des tableaux de reporting et vous pouvez adapter votre communication. Par exemple, cibler telle tranche d'âge pour envoyer une newsletter, ça peut être intéressant, ou pour envoyer un code promotion, etc. Ou les inviter à un événement. Par exemple, nous, on a mis en place du marketing automation pour un site de vente en ligne de lunettes de luxe. On collecte comme data le genre de la personne, le type de lunettes qu'elle achète, de sorte que dès qu'on a un nouveau produit, les éditeurs du site vont pouvoir cibler la campagne promotionnelle, la campagne de communication vis-à-vis de ces utilisateurs spécifiquement. Donc ça, c'est intéressant. Vis-à-vis de Logbound, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça évite d'envoyer partout et de voir si ça quelqu'un attrape. On cible vraiment les bonnes personnes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder 2 sites qu'on a fait récemment. Donc, un premier site, c'est un site d'experts comptables dans la région toulousaine. Donc, BGH, peut-être certains sont chez eux. Je crois qu'ils ont des agences pas loin. Alors, l'idée, c'est quoi? Déjà, c'était en termes de communication, rapidement, c'était de rompre avec l'image un peu austère des experts comptables. Donc, pour ça, il y a une vidéo qui est là pour ça, mais ce n'est pas forcément de ça dont je veux vous parler. On a une première approche qui n'est pas du tout inbound, qui est très orientée au niveau du déploiement de l'offre, très catalogue, et peu orienté besoin. Là, on se dit que la personne qui va taper ici, c'est peut-être une personne qui sait déjà ce qu'elle a besoin ou qui cherche à changer de comptable. Par contre, ils ont travaillé très vite sur une approche d'inbound marketing en s'orientant vers le besoin du client et en s'interrogeant sur qu'est-ce que viennent chercher les gens, qui est notre cible principale chez eux, c'est les créateurs d'entreprises. Donc pour ça, la première entrée va être sur la création d'entreprise et de décliner leur offre vis-à-vis de ça. Donc, il y a toute une espèce de timeline qui est déroulée pour que ça soit assez simple pour eux, puisque eux ne savent pas s'ils ont besoin de comptabilité, fiscalité, ils ont besoin de quelque chose qui est peut-être plus packagé et d'accompagnement. Donc, une fois que cette timeline est déroulée, ils vont pouvoir contacter l'agence. De même, le contact est toujours présent. Donc, ça, c'est une stratégie, c'est un outil d'inbound de contenu qui a été mis en place sur cette page, ce qui fait que je peux aussi, depuis Google, tomber directement sur cette page. Et ça, c'est très intéressant. Un autre site que je voulais vous montrer aussi, c'est un site albigeois pour lequel on a travaillé, avec qui on travaille, la verrerie d'Albi, avec qui on travaille depuis des années, je crois peut-être depuis 20 ans. Donc, juste pour rappel du contexte, c'est une usine qui crée des bouteilles en verre et qui vend des bouteilles en verre pour des fabricants de denrées liquides, donc des vignerons, ça peut être des vignerons, ça peut être des spiritueux, enfin n'importe quoi. L'idée là, pour le coup, c'était en termes d'image de marque, c'était de travailler sur cette notion d'artisan. Ce sont des gens qui fabriquent du verre de qualité et pas forcément orienté catalogue, parce que pour eux, l'achat, il ne passe pas par le web. On est sur un site qui doit rassurer, qui doit présenter les produits, mais qui doit rassurer. Donc, en termes de stratégie d'inbound, justement, on va travailler sur des terminologies comme création de bouteilles en verre, sur l'innovation, sur la création sur mesure de bouteilles en verre. Donc, ils ont travaillé tous ces éléments-là. Alors après, on a un discours qui est plus institutionnel vis-à-vis de la VOA, parce qu'il y a un passif, pour certains connaissent peut-être, vis-à-vis de cette usine. Donc, mais vraiment, au niveau du marketing, ils ont travaillé quelque chose beaucoup plus sur la création sur mesure pour attirer ce typologie de clients. Mais n'empêche qu'on peut rebondir à tout moment sur le catalogue et naviguer sur les produits comme on le souhaite. Donc ça, ce n'est pas exclu. Mais ils savent que ce n'est pas ça qui va attirer vers le catalogue. Et puis, demander un devis, encore ici, un call to action. Donc, 2 approches complètement différentes. C'était pour vous dire que ça dépend vraiment de votre besoin, de ce que vous avez envie de véhiculer sur votre site et que vous adopterez en fonction de votre stratégie d'inbound. Il n'y a pas une stratégie d'inbound, en fait. Il y a juste une méthode. Et c'est les 4 axes sur lesquels je vais conclure. Donc rapidement, pour conclure cette présentation, j'ai essayé de la faire la plus didactique possible, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est large et qui touche plein d'autres sujets. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de vous y intéresser et peut-être d'aller voir sur Internet et de creuser un peu plus. L'idée, c'est de retenir les 4 fondamentaux, c'est d'attirer les bons clients, ça c'est essentiel, de convertir ses clients, de faire en sorte qu'ils fassent quelque chose et qu'ils concluent. Ça, c'est la 3e étape, soit en vous contactant, soit en achetant. Et enfin, de fidéliser.
Donc, retenez bien ça, c'est très important vis-à-vis de votre stratégie d'inbound. Et ensuite, vous avez vu différents outils. Alors, moi, je vous ai parlé des buyers persona, des scénarios utilisateurs, des parcours utilisateurs. Mesurer aussi, pensez à mesurer. Donc, vous avez Google Analytics, mais il existe d'autres solutions. Si vous ne voulez pas passer par Analytics, je vous le donne en passage. Matomo, c'est un outil de suivi de statistiques. Notez vos leads et faites en sorte de cibler vos campagnes. Voilà. Je vous ai mis une petite note bibliographique sur les articles que j'ai pu aller lire. Et enfin, je vous laisse mes coordonnées ici. Si vous avez des questions sur votre propre site, il n'y a pas de souci. Je prends un plaisir d'y répondre, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une première pour moi, assez intimidant. Je remercie aussi Lilian de m'avoir accueilli, de m'avoir soutenu ce matin. Et voilà, merci à tous. Merci beaucoup Séverine pour cette intervention claire et concise et en plus pile poil dans le timing. Bravo. Donc c'est la phase de questions-réponses maintenant. J'en profite pour ceux qui voudraient nous quitter pour vous mettre dans le chat le lien vers le questionnaire satisfaction pour qu'on puisse vous envoyer tous les éléments et que vous ayez à la fois le replay et les éléments de Séverine. Petite information, j'en profite sur la partie RGPD parce que aussi est pas mal attelé. Google Analytics a aujourd'hui, sur son paramétrage de base, n'est pas compatible RGPD, mais si on rajoute 2-3 éléments particuliers, et ça je vous enverrai peut-être en lien ce qu'il faut faire, il faut baisser les cookies à 4 mois et faire en sorte qu'il n'y ait pas de transfert d'adresse IP pour les États-Unis. Là, l'outil devient du coup RGPD compatible et on peut le conserver. Et après, il y a un autre outil gratuit aussi qui s'appelle Piwi, je crois, qui peut remplacer Google Analytics, mais je n'ai pas eu le temps de le tester. Matomo, comme tu disais. Avez-vous des questions pour notre intervenante du jour? Avez-vous des questions? Déjà, il y en a une qui a été posée, j'en profite, hein, Hélène. Quand je vois cette fiche personnage, je me pose une question, quid des RGPD par rapport à ces données personnelles? Fiche papier, fiche patragène interne, data archivée. Alors, je vais peut-être un peu prendre le relais là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'un persona, c'est une extrapolation d'une personne. C'est un profil de personne. Donc, c'est vrai qu'on va l'appeler Lilian ou Séverine, mais aujourd'hui, en théorie, c'est une personne qui n'existe pas vraiment. Donc, on est plutôt dans ce qu'on appelle du profilage. Et le profilage devient un problème au niveau RGPD quand il est fait en masse, ce qui n'est pas le cas. Là, en fait, on va déterminer un être fictif qu'on veut personnaliser, mais aujourd'hui, ce n'est pas de vraies données personnelles, vu que, en théorie, la personne n'existe pas. Oula, on a une très grosse question. Il faut que je la lise sur... Oui. Alors, je ne sais pas comment je fais. Alors, effectivement, le respect de la langue. Donc, je vais prendre la main là-dessus. C'est clair qu'effectivement, il y a beaucoup d'anglicisme dans le web. Aujourd'hui, beaucoup de mots qui sont difficiles à traduire en français. Oui, aujourd'hui, on pourrait être dans quelque chose qui est très respectueux de la langue, mais il ne faut pas oublier que pour pouvoir communiquer avec une agence web et diriger correctement un projet ou dans n'importe quel corps de métier, aujourd'hui, il y a des mots spécifiques qu'il faut utiliser. Alors, c'est vrai qu'on pourra en utiliser d'autres, j'en conviens, mais aujourd'hui, pour vous simplifier les choses, je pense qu'il est important que vous ayez le même langage, mais le langage marketing, que celui utilisé par tout le monde. Alors, une autre question. Persona et parcours client se réfléchissent-ils en fonction de l'entreprise ou d'un groupe de produits? Oui, vas-y. Persona, je suis désolée, j'ai du mal à comprendre la question en fait. En gros, la question se dit, est-ce que le parcours client et les personas se réfléchissent autour d'un client ou par rapport à un produit? Autour des besoins du client, bien sûr. Après, la finalité, ce sera forcément l'achat de votre produit, mais la stratégie d'inbound, c'est vraiment autour, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est vraiment de se centrer autour des clients et de son besoin.
C'est tout l'inverse de l'outbound, où là, on va être plus axé sur le produit. J'arrive pas à voir les questions. Je sais pas si… C'est pas grave, t'inquiète pas. Je m'en occupe. D'accord, donc effectivement, centré vraiment autour du client. Est-ce qu'il y a des modèles de fiches persona selon les activités où il faut vraiment le travailler Alors, ils m'entendent mal, apparemment, ils disent. Attention, Séverine, bien devant votre micro, votre réponse est hachée. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Non, très bien. A priori, je pense qu'il y a une personne qui a un souci, d'autres ça va. Donc voilà. Ok. Donc vas-y. Ok. Oui, donc on en était. Est-ce qu'il y a des fiches persona type en fonction des activités, des modèles? Non, par contre, il y a des logiciels qui peuvent vous aider. Spot en a créé un. Mais vous pouvez vous aider. Après, les questions que je vous ai données, c'est plutôt typique. Hein, donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Généralement, vous allez couvrir 80% des éléments. Mais ce n'est pas partie polylogie d'activité, c'est plutôt comment créer un persona et vous avez les différents axes sur ces fiches-là. Une autre question qui va dans ce sens, comment définit-on le segment? Le segment, votre segment? Ça, c'est quand vous avez fait vos études de marché, votre business plan. Généralement, vous avez délimité un segment de clientèle. Voilà. Ça, c'est typiquement ce que je vous invite à regarder. C'est plutôt du côté des business Canva modèles. Alors, désolé pour l'anglicisme encore une fois. Je vous prie de m'excuser. Moi, je suis un pur produit occitan. J'ai été élevée en patois. Et là, je suis obligée de faire encore usage de la langue de Shakespeare. Mais j'y peux rien. C'est malheureusement les termes. Donc, business Canva modèle, c'est un modèle pour formaliser un peu les tenants aboutissants de votre affaire. Et dedans, il y a la segmentation. Un langage dictat du marketing ne pourrait-il pas s'adapter au marché et donc aux personnes qui le composent? C'est une question très intéressante auquel, franchement, je pense que je ne suis pas habilitée à répondre, mais j'entends ce que vous dites et je le comprends. Oui, le modèle Canva, hein, comme tu disais, Séverine, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé et c'est vrai que la CCI, de temps en temps, au moins 2 fois par an, anime du côté pôle entrepreneuriat des ateliers spécifiques à la méthode Canva, pour ceux qui voudraient un peu revenir sur ces logiques-là. Avez-vous d'autres questions? Plus de questions. Bien, apparemment, Séverine, tu as été très claire et tu as réussi à contenter tout le monde. J'espère. En tout cas, je peux pas, je vous remercie encore. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez, si vous avez des questions sur votre site. Franchement, c'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre si je peux. Merci. On vous souhaite une excellente journée à tous. Et donc, on vous envoie les éléments très rapidement. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions complémentaires. Merci beaucoup. Bonne journée.